Tornarem a començar. Par recommencer. On a vu ce matin le cadre européen avec l'intervention de M. Marc Lobé. Puis, nous nous sommes rapprochés un petit peu du territoire avec notre table ronde sur la région Pyrénées-Méditerranée et Communauté de travail des Pyrénées. Et maintenant, nous allons parler de la coopération dans le cadre de l'Eurodistrict entre les zones de Gironne et la Catalogne Nord. Je vais demander à Albert Piñeira, le maire de Puigcerdà, de monter sur l'estrade. Il va nous parler de l'hôpital transfrontalier de la Cerdagne. Et M. Salvador Sunyer va nous parler du projet de la scène catalane transfrontalière. Alors, M. Albert Piñeira, en tant que représentant de l'hôpital de la Cerdagne. Bon après-midi à tous. Merci de m'avoir invité à parler ici sur l'hôpital de la Cerdagne transfrontalier. Je vais vous expliquer le projet que sans doute vous connaissez, le projet transfrontalier de Puigcerdà et la Cerdagne. Si vous me le permettez, j'aimerais d'abord contextualiser géographiquement notre hôpital et notre région. La Cerdagne, c'est un carrefour de 3 nations, c'est comme ça que nous l'appelons, de la Catalogne, la France et l'Andorre. C'est un territoire qui a toujours regardé vers l'Europe. Depuis 1659, le traité des Pyrénées a divisé notre région en 2 États, en France et en Espagne. Et à partir de 1973, la partie catalane a été divisée en 2 provinces. Et nous pensons que trop de divisions territoriales, trop de divisions administratives pour un territoire relativement petit, car nous sommes une seule vallée et nous constituons donc une seule unité de tous les points de vue, du point de vue historique, géographique, culturel, économique et social. Maintenant, nous sommes au XXIe siècle et l'Union européenne, l'espace européen, nous donne l'opportunité de surmonter ces divisions et même de profiter des éléments de coopération transfrontalière pour mener à bien des projets conjoints et pour les financer. C'est précisément dans ce cadre où nous devons situer l'hôpital transfrontalier. L'hôpital transfrontalier a commencé ce long trajet il y a plusieurs années et c'est un hôpital qui a commencé à Puigcerdà où nous avons déjà beaucoup d'exemples de coopération transfrontalière. Par exemple, nous partageons l'épuration des eaux, le traitement des eaux avec la mairie de Bourg-Madame. Nous collaborons donc dans un sujet aussi important que l'eau et le traitement des eaux avec la France. En ce moment, un abattoir transfrontalier est en train d'être construit. Et dans ce cas-là, il sera situé à la Haute-Cerdagne et il devra substituer d'autres abattoirs présents sur le territoire comme celui du Puigcerdà. C'est donc un projet très important et nous collaborons dans plusieurs initiatives de collaboration touristique et économique avec la communauté des communes Pyrénées-Cerdagne et la municipalité de Puigcerdà. Il y a un projet de collaboration touristique avec l'élaboration de guides de randonnée, etc. Et c'est des choses que nous traduisons un petit peu partout, en matière de santé, en matière de tourisme, etc. C'est ce que nous faisons dans le cas aussi de l'hôpital transfrontalier. En ce qui concerne l'hôpital transfrontalier, je dois dire que nous ne sommes pas partis de zéro. Nous avions déjà une convention, un accord de collaboration entre l'hôpital de Perpignan et l'hôpital de Puigcerdà.
Et cet accord permettait aux habitants de la Haute-Cerdagne de venir à l'hôpital de Puigcerdà, principalement grâce à une collaboration basée sur deux domaines. Les femmes qui devaient accoucher, qui pouvaient se rendre à l'hôpital de Puigcerdà, elles ne devaient pas nécessairement aller jusqu'à Perpignan. Et l'autre domaine, c'était le domaine des urgences. Il y avait donc déjà là un cadre pour la collaboration. D'une part, la fondation privée de l'hôpital de Puigcerdà, qui est la fondation qui prête les services de la Haute-Cerdagne, et d'autre part, l'hôpital de Perpignan pour le reste des habitants de la Cerdagne. C'est un projet comme un hôpital, c'est quelque chose qui ne sort pas du néant. Sinon, bien au contraire, nous avons besoin d'une certaine tradition de coopération transfrontalière, et je dirais même, j'oserais dire, de confiance pour pouvoir envisager des projets comme celui de l'hôpital. En général, ces projets découlent des territoires et du territoire du local, et à partir de là, ils sont transférés ou décalés vers les autorités supranationales. À Puigcerdà, nous avons dès le début pensé à construire un nouvel hôpital, et nous avons pensé que cet hôpital ne devait pas être seulement pour les habitants de Puigcerdà et de la Basse-Cerdagne, mais aussi pour les habitants du Cap-Cyr et de la Haute-Cerdagne. Parce que ce que nous avons pu vérifier, prouver, c'est que bien qu'il y avait des institutions sanitaires des deux côtés, l'hôpital de référence des Français était l'hôpital de Perpignan, un hôpital qui se trouvait à 100 km, à 1h30 de déplacement, et avec des voies de communication, je suppose que vous la connaissez, pas trop confortable, et parfois en hiver, à certains moments de l'année, cette communication est vraiment compliquée. Donc, d'une part, il y avait un territoire avec un hôpital qui était trop éloigné, la Haute-Cerdagne, et d'autre part, nous avions un autre territoire, la Basse-Cerdagne, qui avait besoin d'un hôpital nouveau. C'est à partir de là que l'idée de faire un hôpital conjoint a été mise sur la table. Et donc, cette demande, initialement, dans son origine, est sortie du territoire. Et excusez-moi si j'insiste un petit peu, mais je crois que c'est vraiment très important. Je pense que pour que les projets transfrontaliers aient du succès, ils doivent être envisagés depuis la proximité du territoire, parce que c'est là d'où découlent les opportunités de participation réelle. Quel a été le pas suivant? Eh bien, faire une étude de faisabilité pour voir si, en matière de coopération hospitalière, le projet était faisable. On a prouvé qu'il l'était, et c'est à partir de là que le long trajet, la longue aventure a été débutée. On a pensé aussi à une localisation, et dans ce cas-là, Puigcerdà a été choisi. Pourquoi? Pour des raisons de communication. Puigcerdà, c'est le nœud de communication principal de la zone, de la région. En plus, il se trouve à 1h30 de pratiquement tout, les restes des points géographiques. C'est l'endroit aussi le plus habité, et donc la plupart des habitants se localisent à Puigcerdà et aux alentours, parce que il y avait à Puigcerdà des terrains disponibles, donc des lotissements disponibles pour pouvoir construire là l'hôpital. Je dois dire qu'à l'époque, la mairie de Puigcerdà a dû mettre sur pied un plan urbanistique pour construire cet hôpital. Pensez qu'un hôpital a besoin de beaucoup de terrain parce que c'est un équipement extensif. On a donc encouragé toute une modification du plan urbanistique parce que et c'est comme ça que les terrains ont été donc apportés par la municipalité de Puigcerdà. Une autre raison, c'est une raison historique de tradition, c'est-à-dire l'existence à Puigcerdà de la fondation privée de l'hôpital de Puigcerdà qui existe depuis le Moyen Âge et qui a offert des services depuis donc le Moyen Âge déjà. Et l'objectif, c'était de pouvoir couvrir les habitants de la Haute et de la Basse-Cerdagne. C'était un hôpital qui devrait couvrir les besoins des citoyens français et catalans, avec une population fixe de 30 à 35 000 habitants.
et une population flottante les week-ends, les périodes de vacances, les semaines de Pâques, les vacances de Pâques ou de Noël peut parvenir à 150 000 habitants. Et dans ce cas-là, les hôpitaux ne sont pas créés pour la population fixe, mais pour la pointe de la demande ou le pic de la demande. Si vous visitez l'hôpital de Puigcerdà, vous verrez que les urgences ont été pensées comme différents pavillons pour que pendant la plupart de l'année, il n'y ait qu'une partie qui soit en marche, c'est celle qui dessert la population fixe. Et à d'autres moments de l'année, comme le mois d'août, les vacances de Noël ou de Pâques, il y a toute une autre partie, c'est-à-dire toute une série de pavillons qui peuvent être ouverts pour desservir les clients. Le territoire est de 1300 km² et 53 municipalités entre le Cap-Cyr, la Haute et la Basse Cerdagne. Et donc la partie la plus peuplée, comme je vous le disais, c'est Puigcerdà et ses alentours. Un territoire qui, pour des raisons géographiques et climatiques, est compliqué. Il est compliqué de se déplacer en hiver vers d'autres hôpitaux. Si je vous donne toutes ces données, c'est parce que je voulais faire aussi une autre réflexion. Lorsque l'on construit un équipement sanitaire, on doit toujours penser aux dimensions de cet équipement. Cet hôpital, concrètement, fait partie du réseau hospitalier français, mais aussi du réseau hospitalier catalan. Vous le savez, en Catalogne, les compétences en matière de santé sont catalanes. L'actuel hôpital de Puigcerdà est un hôpital avec une capacité maximale de 30 lits. Et avec ce nouvel hôpital, nous parviendrons à 64 lits. Nous sommes donc en train de doubler la capacité de l'hôpital actuel qui a 30 lits. Le financement se base sur une formule qu'on répète absolument partout, c'est-à-dire 60-40. 60% est contribué à la partie à laquelle contribue la Catalogne et 40% est la partie à laquelle contribue la France. Le coût du bâtiment, 30 millions d'euros. Et là, il faut ajouter de 10 à 11 euros supplémentaires pour les équipements de l'hôpital, l'appareillage chirurgical, médical, les lits, etc. Et évidemment aussi tout le plan des systèmes de technologie, c'est-à-dire les systèmes informatiques. Et là, c'est la partie la plus compliquée parce qu'il faut intégrer les systèmes, tous les systèmes. Et le fonds FEDER, les fonds FEDER ont financé 60% des travaux parce que les fonds FEDER d'aide à la construction de l'hôpital sont là. C'est-à-dire, ils ont contribué donc à ces 30 millions qu'a coûté le bâtiment. Mais par contre, les appareils ont été achetés uniquement par les Français et les Catalans. Les fonds FEDER n'ont pas pu participer dans ce sens-là. Bien que je dois dire que les fonds FEDER ont représenté 18 600 millions à la construction du bâtiment qui a coûté 30 millions. Cela n'a pas été du tout facile parce que c'est le résultat donc de collaboration entre la Catalogne et la France. En 2003, l'accord a été matérialisé et en janvier 2003, l'étude de faisabilité pour la création de l'hôpital transfrontalier ainsi que du plan de faisabilité qui a prouvé la faisabilité de l'hôpital. Le 19 mars 2007, il y a eu une déclaration d'intention entre le ministre de Santé de la République française et la ministre de Santé catalane pour cette couverture médicale transfrontalière. À partir de septembre 2008, les autorités françaises et catalanes ont présenté le projet sanitaire pour le territoire de la Cerdagne. Le 6 mars 2009, nous avons obtenu le fonds Interreg
pour financer et construire l'édifice. En 2009, la première pierre a été posée et on a commencé la construction de l'hôpital sur des terrains cédés par la municipalité de Puigcerdà. Et en 2010, on a constitué le groupement européen de coopération territoriale de l'hôpital de la Cerdagne. Ces GECT, vous les connaissez très bien. Il s'agit de la personne juridique qui a la personne morale, qui a toute la gouvernance, c'est-à-dire un organisme capable d'inclure des administrations publiques de 2 États membres. Et ceci est fait grâce au GECT. Maintenant, nous avons prévu de faire les différents appels pour les équipements chirurgicaux, médicaux, le mobilier, etc. Et nous espérons avoir une date concrète en juin 2013 d'inauguration. Voilà, c'est donc des données importantes. J'aimerais ajouter la complexité technique, mais aussi administrative et bureaucratique d'un projet comme celui-ci. Et donc, dans ce sens, je veux insister sur un point. L'Union européenne devrait faciliter les réglementations pour pouvoir mener à bien des projets comme celui-ci et pour pouvoir accéder aux fonds, au financement, car sinon c'est beaucoup trop coûteux d'envisager des projets d'une telle envergure. Une autre remarque que j'aimerais faire, c'est que dans des projets comme celui-ci, la gestion est extrêmement compliquée. En fait, nous sommes à 8 mois de l'inauguration de l'hôpital et il y a encore beaucoup d'aspects de gestion qui ne sont pas définis parce que le plus compliqué ici, ce n'est pas de construire l'hôpital. On peut construire un hôpital à Bruxelles, à Perpignan, à Puigcerdà ou à Jerez de la Frontière. À la fin, l'hôpital sera toujours le même. Il y aura des salles d'opération, il y aura des chambres, il y aura des lits, etc. Cela n'a rien de spécial. La complexité dans ce cas-là, c'est que nous devons intégrer 2 systèmes différents en un seul. 2 systèmes de santé, 2 modèles d'organisation de la santé, un modèle beaucoup plus centralisé comme le modèle français et un modèle plus décentralisé comme le modèle espagnol. Les compétences de santé sont transférées aux communautés autonomes, 2 cadres juridiques différents, 2 modèles de relations de travail différents, 2 groupes de patients ou d'usagers différents, 2 portefeuilles de services différents, etc., etc., etc. C'est-à-dire 2 systèmes pour absolument tout en un seul système. Et dans ce cas-là, la réflexion que nous devrions faire est la suivante. Lorsqu'on pensera à un autre projet transfrontalier, on devra davantage insister sur les aspects de gestion et peut-être moins d'attention à la construction telle qu'elle, parce que, en fait, le fait que l'hôpital soit transfrontalier, cela a peu d'importance. La seule chose importante dans ce sens de la construction, c'est la taille. Mais bien que l'hôpital soit transfrontalier, comme je le disais avant, les salles d'opération, les chambres, les lits sont les mêmes partout si on parle d'hôpitaux. Il faut se centrer davantage donc sur les aspects de gestion qui sont sans doute les plus compliqués. Le sujet de la gouvernance, on me pose des questions souvent au sujet de la gouvernance. Si c'est un hôpital de 2 États, qui va gouverner? L'Institut de la santé catalane, l'Agence de la santé de Languedoc-Roussillon? Bien, l'autorité sanitaire et la gouvernance de l'hôpital vont correspondre au GECT. En ce qui concerne sa composition, eh bien, elle suit la même structure que pour le financement. 14 membres, 60% correspondent à la partie catalane et donc sont désignés par le département de santé et 40% sont nommés par le ministère de la Santé français et concrètement l'Agence de santé du Languedoc-Roussillon. Il y a donc cet organisme, le GECT, qui se charge de la gouvernance et en ce qui concerne la prestation de services, c'est l'hôpital de Puigcerdà qui s'en charge principalement, sauf dans 2 cas.
En ce qui concerne le diagnostic par image, la radiologie, c'est quelque chose qui est assumé par l'hôpital de Perpignan, et le TAIA, qui est un opérateur de santé privé qui a offert des services à l'hôpital de Puigcerdà, comme la dialyse ou autre. Et il y a aussi des formules de collaboration avec d'autres agents de santé qui sont présents actuellement sur le territoire, comme l'institution Joseph Chaulier. Je vous ai déjà parlé des organes directeurs. Avant d'avoir ce GECT, il y avait la fondation qui s'appelait Fondation Hôpital Transfrontalier, parce que le cadre des GECT n'était pas encore suffisamment défini. En ce qui concerne la gouvernance, 60-40, il y a deux autres choses qu'il faut souligner. Les accords importants ne sont pas pris à la majorité simple, mais à la majorité qualifiée. Donc, cela donne un droit de veto à n'importe quel des partis pour prendre une décision. Nous ne parlons pas d'une composition identique, 50-50, mais pour éviter qu'une partie ne s'impose à l'autre, nous demandons toujours la majorité qualifiée. Et une autre chose qu'il faut souligner, c'est le fait que la présidence est rotatoire entre la Catalogne et la France. Les administrations locales, qui sont celles qui ont encouragé ce projet, nous n'avons pas de représentation directe. Il y a 2 ans, le ministère de la Santé français a dit que nous ne pouvions pas être présents de façon directe. Moi, je fais partie de ce conseil d'administration, mais pas en ma qualité de maire de Puigcerdà, mais parce que le ministre de la Santé de la Généralitat me cède son siège pour que je puisse y participer. Je crois que si l'on parle de projets transfrontaliers et de groupements européens de coopération territoriale, ceux qui travaillons depuis le territoire, nous devrions pouvoir être présents. Et c'est pour ça que je demande toujours plus de subsidiarité pour les administrations qui sont plus proches des citoyens. Et dans ce cas-là, c'est toujours les entités locales. Et je finis. Une bonne partie du projet s'est centrée sur l'hôpital existant. Lorsqu'on pense à des équipements comme celui-ci, on ne peut pas penser à une substitution, à un remplacement. On ne peut pas penser à remplacer ce qui existe déjà. Mais au contraire, il faut essayer de profiter des structures existantes et essayer de les adapter au nouveau contexte. Ce projet a donc pivoté autour de l'hôpital actuel. Si l'on envisage de construire un nouvel hôpital, il ne s'agit pas de prendre un papier en blanc, mais au contraire, de prendre les infrastructures sanitaires déjà existantes, de les élargir et de cette façon construire le nouvel hôpital. Moi, je crois que c'est important. Et en ce qui concerne la législation applicable, c'est le droit communautaire, dans tout ce qui n'est pas prévu par la juridiction espagnole. Mais malgré tout, le droit des États membres, le droit national est prévalent. Le processus a été vraiment très très long. Il y a encore beaucoup de points à résoudre. Nous ne savons pas encore comment nous allons organiser les décès et les naissances. Nous pensons qu'il faudra les inscrire sur le registre des personnes nées outre-mer dans le cas de la France, et dans le cas des décès, ce sera comme une expatriation internationale. En fait, aujourd'hui, nous ne pouvons pas encore apporter l'énergie électrique de la France. On la apporte de l'Espagne. Ça coûte 8 milliards. Nous pensons que c'est un paradoxe compte tenu du fait qu'il s'agit d'un équipement transfrontalier. Mais le plus important, bien que c'est une expérience compliquée, difficile, qu'on devra encore beaucoup modifier les normes européennes, il faut tenir compte d'une note très positive. C'est une entreprise compliquée, mais qui vaut la peine. Merci.
Merci, Monsieur Pineda. Nous passerons après au débat. Monsieur maintenant Salvador Chounier, si vous voulez bien venir pour nous présenter votre projet de la scène dramatique catalane. Bon, le fait de faire un projet européen sur le théâtre, ça n'a rien à voir que faire un hôpital. Il n'y a aucune naissance, il n'y a aucune mort, tout est beaucoup plus facile. Bon, apparemment, mais bon, à l'heure de mener un projet européen, moi je pense qu'il est essentiel en premier lieu de voir la réalité dans laquelle nous sommes et ensuite se rendre compte que même si nous parlons tous d'Europe, donc nous pensons que les frontières doivent disparaître et nous devons fonctionner d'une autre façon. Si nous ne commençons pas à penser comme cela, donc nous allons vers l'échec. Donc il y a deux espaces, donc comme le maire de Puigcerdà disait, donc ces deux espaces qui sont vraiment très proches parce que de Perpignan à Salt à Gérone, donc il y a très peu d'espace. Donc ici, il y a deux espaces, Salt et Gérone, qui à partir d'un festival international, celui de Gérone, se sont convertis en une espèce de capitale de la scène de notre pays, un autre espace qui est Perpignan, à quelques kilomètres nord, qui donc voulait créer une nouvelle scène nationale. Donc une espèce de théâtre national nouveau, donc des espaces dans les deux côtés, des deux côtés de la frontière, donc une terre qui a eu une langue commune et une histoire commune pendant plusieurs années, parce que en Catalogne Nord, le catalan, bien qu'il n'est pas majoritaire, est toujours parlé, et donc ces deux espaces qui seront mieux connectés avec le TGV dans l'avenir. Vous pouvez l'appeler AV aussi si vous voulez, comme on l'appelle ici en Espagne, mais bon, donc la question est de se penser comment nous pouvons faire dans les années prochaines, donc pendant les 3 années prochaines, donc essayer de d'effacer complètement non seulement la frontière mais les espaces, donc parce que donc aujourd'hui nous avons donc nous pouvons couvrir 80 km en moins de temps que l'on passait pour couvrir 6 km il y a quelques années. Donc il faut essayer d'essayer de faire en sorte que cette zone-là, donc qui sont deux quartiers extrêmes d'une ville immense, qui sont à Perpignan et à Gérone, à Salt. Comment ils peuvent, ces deux quartiers, donc des deux villes, essayer un peu d'avoir un projet de scène, donc qui servent donc toute une aire qui va de Toulouse jusqu'à Montpellier, jusqu'à Barcelone. Comment faire en sorte, en premier lieu, que ceci devienne une capitale de la scène du sud de l'Europe et spécialement donc de toute la macro-région dont nous parlons. C'est un objectif de base, non seulement pour les exhibitions de scène, pour enseigner le théâtre, la danse, etc., mais en plus parce que ceci doit se convertir en un instrument que les personnes puissent utiliser pour produire. Donc ça, c'est l'objectif de base que nous avons à Salt et à Perpignan. Donc aussi, si nous voyons les productions qui sortent de cette zone-là, devraient vraiment se projeter dans le monde de la francophonie, parce que Perpignan appartient à la France, et donc et aussi donc ces œuvres-là donc vont avoir une diffusion très importante en Espagne, mais aussi en Amérique latine, parce que comme vous le savez, la Catalogne a une relation très spéciale avec l'Espagne, avec toute l'Amérique du Sud, et donc des pays qui parlent espagnol. Donc voilà, c'était l'objectif de cela. Donc nous avons commencé donc c'est qui a demandé le projet? Donc, c'est deux directeurs artistiques, celui du théâtre de Perpignan à ce moment-là, qui n'est pas le directeur actuel, et moi. Donc, nous avons fait le premier document, en fait, le premier brouillon, si vous voulez. Ensuite, 2 ans après, nous avons repris ce brouillon pour l'améliorer. Donc, en quoi consistait ce projet? Ce projet, donc la mairie de Salt et la mairie de Perpignan, donc la mairie de Salt avec l'aide de la mairie de Gérone, avec la généralité de Catalogne et avec la députation de Gérone, ont créé ce projet. Donc il y avait des demandes concrètes. En premier lieu, donc pendant 3 ans, il fallait faire une programmation, disons, transfrontalière. Cela veut dire conjointe. Donc la programmation des théâtres de Salt, de Gérone et de Perpignan se faisait ensemble. Donc il y avait un seul programme en
catalan en français, une page web en catalan, français, anglais et espagnol aussi. Donc, il y avait une programmation comme si c'était une immense ville, donc qui commençait ici, qui se terminait à Perpignan, donc, et qui avait deux grandes salles de théâtre. L'une, le théâtre de l'Archipel, qui est le nouveau théâtre de Perpignan, et de l'autre côté, les théâtres de notre région. Donc, en premier lieu, une programmation conjointe. Donc, il y avait une programmation qui était faite entre tout le monde, et puis elle était publicitée. Donc, ensuite, il y avait toute une partie qui a été la construction d'espaces jumeaux. Donc maintenant à Perpignan, ils sont en train de travailler sur le projet du théâtre de l'Archipel, qui est une grande scène nationale avec 3 salles différentes, qui a été construite par l'architecte Jean Nouvel. Et puis donc il fallait construire aussi un nouveau théâtre ici, donc comme une partie de la construction de ces 2 espaces jumeaux. Donc ces 2 espaces qui sont pensés non seulement pour l'exhibition, mais pensés aussi pour organiser des ateliers, non seulement pour les spectacles, mais aussi, donc c'était des fabriques, si vous voulez, des spectacles qui puissent se voir dans notre pays, dans le pays voisin, ensuite en Europe. Donc, en deuxième lieu, donc il y avait la construction de ces 2 espaces. Donc, la Seu del Canal à Salte et le théâtre de l'Archipel à Perpignan. La troisième action, donc, l'effet de produire ensemble des spectacles. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela ne veut pas dire que, donc, moi, je mets 2 Catalans du Sud, vous faites 2 Catalans du Nord, on fait une mayonnaise et c'est bon. Non, en théâtre, on ne peut pas faire cela. Donc, il fallait trouver des artistes d'ici, des artistes de là-bas qui puissent travailler tous ensemble, qui se mettent d'accord pour vraiment travailler à Salte, à Gérone ou à Perpignan. Donc ces spectacles, donc, qui est le fruit le plus important, donc qui soit fait par des personnes d'ici, mais des personnes de toute l'Europe, et qu'ils aient une vie vraiment très importante partout en Europe. Il y a des spectacles donc qui tournent partout en Europe depuis 3 ans déjà et qui continuent à fonctionner. Donc en troisième lieu, donc il y a une production conjointe de spectacles. La 4e action et dernière action, c'était donc de créer une saison de théâtre. Donc à l'Archipel, il y a un festival qui s'appelle le Festival Argos. C'était quoi? Donc nous sommes dans une zone, quand nous avons commencé le projet, nous étions dans une zone qui avait une attraction touristique très importante, donc qui est attrayante pour sa géographie, son climat et aussi les monuments, etc. Donc c'est pour cela qu'il faut qu'elle soit encore plus attrayante avec les arts vivants. Donc qu'est-ce que nous faisons? Donc nous avons une grande saison avec une programmation internationale, donc pour faire en sorte qu'il y ait des gens non seulement de notre région, mais de reste de l'Europe viennent ici et puis aillent voir peut-être 2 spectacles à Gérone, 3 à Perpignan qui s'installent ici, qu'ils vont là-bas. Donc ceci active l'économie d'une certaine façon. Donc le festival Argos donc était une programmation conjointe d'un festival international et pensé pour faire venir des gens d'un peu partout. Donc en résumé, c'est les 4 actions du projet de la scène catalane transfrontalière. Donc c'était le 9, 10 et 11. Donc le projet s'est terminé en 2011, qui était la meilleure époque de notre pays économiquement, comme vous pouvez le voir. Mais donc à la fin du projet de l'aide européenne, malgré cela, nous avons continué à travailler d'une façon conjointe. Et donc, toutes ces actions que nous avons menées pendant ces 3 ans avec l'aide de l'Union européenne en 2009, 2008, 2010 et parce que nous allons continuer à la faire. Nous allons espérer que dans la période 2014-2020, de faire un pas en avant dans cette ligne-là, parce que nous pensons que même s'il est des fois difficile de comprendre le fait que tout le monde est très nationaliste, donc soit nous construisons une vraie Europe, une Europe commune, soit nous n'allons jamais dépasser les problèmes que nous avons. Donc avec ou sans aide, nous allons donc continuer à travailler. Moi, je voudrais pas trop m'étendre là-dessus. Donc c'est un objectif pratique et économique. Donc l'apportation des fonds FEDER de l'État pendant ces 3 ans de 8 millions d'euros. Donc il y en a eu 4 qui ont été dépensés ici, 4 à Perpignan ont couvert 60% du projet.
les 40% restants ont été mis par les institutions ou par des intérêts privés et des partenaires du festival. Donc, imaginez donc que ici, par exemple, à Gérone, à Salte, il y a des posters, des spectacles de Perpignan, ici même, à Gérone. À Perpignan, nous voyons exactement la même chose. Donc, l'idée, c'est de dire, donc, moi, j'aime beaucoup donner un exemple. Quand j'étais très jeune, les gens de Gérone et de Barcelone allaient à Perpignan pour voir des films pornographiques. Parce que s'il y a 40 ans, les gens allaient à Perpignan, qui est à 100 km d'ici, à 200 de Barcelone, pour voir des films pornographiques. Donc, il faut faire en sorte maintenant que les gens aillent voir du théâtre, de la danse, du cirque, de la musique maintenant à Perpignan. Donc, comment nous pouvons faire cela? Donc, vraiment en créant un projet qui soit vraiment très clair, en donnant à cette région un sens de capitalité artistique et culturelle. Donc la semaine passée, il y a eu par exemple une réunion ici à Gérone de programmateurs de toute l'Europe. Bien qu'il n'y avait pas eu d'aide, donc il y a des programmateurs de 8 pays différents qui ont travaillé tous ensemble dans un colloque, non seulement pour la région de Gérone, Salte et Perpignan, ou l'ère franco-catalane ou franco-espagnole, mais sinon pour travailler pour tout le pourtour européen. Donc, si nous pourrons faire en sorte qu'il y ait une certaine capitalité ici spécialisée dans la culture des arts de la scène, donc nous pourrions avancer. Sinon, nous n'allons pas sortir d'ici et de Perpignan. Donc, il faut prendre en compte aussi que l'Europe de l'avenir donc doit faire en sorte que les États disparaissent et qu'elle devienne l'Europe des villes et l'Europe des territoires linguistiques. Donc cette Europe des villes, donc les villes qui n'est pas une spécificité, une particularité qui les fasse visibles, seront des villes qui seront diffuminées, que personne ne va voir. Et donc c'est pour cela que le projet voulait donc avoir cela. Donc je ne veux pas parler du résultat des milliers de personnes qui sont passées, des productions qui ont été faites, etc. Ce que je veux dire simplement, c'est que si vous voulez faire des projets, deux choses. En premier lieu, il faut que ça soit clair dans votre tête, qu'il n'y a pas un sens de ce que vous voulez faire. Qu'est-ce que c'est que construire l'Europe et si cela peut vraiment favoriser notre territoire. Donc ce n'est pas la peine même de commencer parce que nous avons besoin d'une partie de volonté, parce qu'il y a une paperasse et des dossiers à monter qui sont vraiment très très longs à faire et très fastidieux. Mais je pense que le résultat vaut la peine. Merci beaucoup. Donc maintenant, je vais vous demander de retourner en salle et donc vous pouvez aller vous asseoir et donc ensuite nous allons laisser un peu l'espace à d'autres personnes. Je vais demander à M. Pera Frigola, ingénieur forestier du département d'agriculture, pêche, alimentation et de l'environnement naturel qui va parler de la gestion forestière. M. Albert Ballesta, directeur des services territoriaux de l'intérieur de Gérone, et M. Joachim Belenguet, le commissaire en chef de la région de la police de Gérone, M. Jordi Pouge, chef de l'aire de coopération inter-police. Donc nous allons commencer avec M. Pera Frigola, qui va nous parler donc, si j'ai bien compris, de gestion des forêts, de prévention des incendies. Donc c'est une coopération, un projet de coopération qui a déjà eu lieu. Molt bé. Hola, bona tarda a tothom. Bonjour donc à tout le monde. En premier lieu, merci à l'organisation de nous avoir invités donc à ce colloque pour parler de ce projet. Bon, je vais voir un peu comment ça fonctionne. Très bien. Bon, donc le projet est un projet de prévention des incendies qui s'appelle PRINCALB, donc prévention des incendies sur le massif des Alberts. Et donc le titre est un peu plus long, donc et nous avons ajouté le Cap de Creus, mais maintenant nous allons simplement parler de la région du massif des Alberts. Donc les partenaires sont le département d'agriculture, pêche, alimentation à travers la sous-direction générale des forêts. Donc je profite pour dire que le sous-directeur voulait être ici, mais il est vraiment désolé de ne pas être ici. Et puis le syndicat intercommunal
et le Conseil général. Donc, comme vous le savez, la zone de travail est assez simple. Ce n'est pas un grand projet au niveau monétaire. C'est un projet qui veut, qui voulait, en fait, et nous sommes convaincus que nous allons pouvoir le faire, donc d'avoir une gestion intégrée de la prévention des incendies à niveau transfrontalier. Donc, pour m'expliquer un peu, on ne peut pas faire des infrastructures pour prévenir les incendies. Par exemple, d'un côté, cette année, par exemple, pendant l'incendie de 2012, tout le monde se rappelle exactement ce qui s'est passé. Donc, on ne peut pas faire en sorte qu'il y ait des infrastructures d'un côté qui ne soient pas de l'autre. Donc, le cas le plus pratique, par exemple, c'est qu'il y a un chemin jusqu'à la frontière et de l'autre côté de la frontière, ce chemin s'arrête. Donc, c'est pour cela, pour la première fois, donc dans l'histoire de la prévention des incendies, nous avons pu faire en sorte que les actions soient menées d'une façon coordonnée des deux côtés de la frontière, qu'elles terminent exactement d'une façon coordonnée des deux côtés de la frontière. Et malheureusement, nous avons dû les utiliser maintenant en 2012 dans l'incendie que nous connaissons tous. Donc, l'Albert, pour ceux qui ne le connaissent pas, est un passif, est un massif qui s'étend des deux côtés de la frontière. Et le feu, donc, quand nous parlons d'incendie forestier, donc le feu ne connaît pas les frontières. Donc, les frontières et les lignes, donc, sont dépassées très facilement par le feu. Et donc, c'est pour cela que ici, donc, nous avons toute une histoire derrière d'essayer de coordonner cette prévention depuis l'année 1993, en 2006, en 2007 aussi. Nous avons travaillé donc à travers un projet Interreg 3A, un projet qui s'appelait Pyrénées, Méditerranée, la montagne qui nous unit. Donc, il y avait une première partie qui a été développée pour ce qui est de la prévention des incendies. Et finalement, nous avons pu vraiment avancer avec cela. Donc, pour répondre à l'objectif, donc il fallait définir en premier lieu les cadres organisatifs juridiques en Espagne et en Catalogne, en France, pour ce qui est de la prévention des incendies. Donc, et puis parce que dans un territoire, nous parlons d'un langage, notre territoire, il parle avec un autre langage, et puis pour ce qui est aussi du niveau législatif, ceci faisait que c'était plus compliqué encore. Donc il fallait définir les cadres d'organisation. Donc en premier lieu, ce que nous avons défini, donc c'était un document d'équivalence pour savoir de quoi nous sommes en train de parler. Donc si nous parlons d'un chemin primaire, par exemple, donc qu'est-ce que cela veut dire et quel est l'écartement pour nous, quel est l'écartement pour vous, etc. Donc il a fallu créer un document d'équivalence. Donc tout se trouve sur cette page web qui s'appelle prencalb.cat, très facile. Donc si vous avez toute la documentation, tous les dossiers qui ont été créés, tous les documents, et donc la situation du projet est cette partie-là qui correspond au massif des Alberts et du Cap de Creus. Et ici, vous avez la partie de la commune de la Côte-Vermeille. Et ici, vous voyez donc toutes les communes des alentours. Donc, au total, vous avez tout ce territoire-là qui est couvert. Pour ce qui est des massifs forestiers et du périmètre de protection prioritaire, il est défini par les protocoles d'incendie, donc était de 30 000 hectares, 45 000 hectares en Catalogne. Donc il y avait la partie du Cap de Creus, la partie des Alberts, et puis une zone annexe, donc que nous appelons zone annexe parce qu'elle n'est pas définie dans les périmètres d'action prioritaire pour ce qui est du risque, mais elle est définie à un niveau du risque réel. Donc l'incendie de 1986, donc cette zone-là a été affectée, et donc évidemment, donc dans l'incendie de 2012, cette zone-là a été affectée. Donc c'est pour cela que nous avons inclus cette zone-là, et donc par congruence aussi, de l'autre côté du Vallespir, le côté français, nous avons inclus cette zone-là. Donc, le côté nord et le côté sud, il y a deux façons différentes de travailler. Un seul massif, deux États, donc une zone cataloguée comme à haut risque d'incendie, une existence d'incendies historiques qui ont affecté les deux pays à l'aller et au retour. Je vais en parler un peu plus tard. Une planification transfrontalière qui est déficiente au niveau des infrastructures de prévention des incendies. Et donc, ici, vous avez la configuration géographique de ces deux massifs, deux côtés séparés par une frontière, comme nous avions dit,
très peu de points de passage à aménager, le col du Pertus, le col de Banyuls et le col de Portbeau. Les versants nord, il est plus accidenté, il est exposé à la tramontane. Le versant sud est plus sec, à part la tramontane, il est aussi exposé au vent de la marinade. Donc, pour ce qui est de la couverture végétale, elle est homogène, mais qui est très sensible au risque. Donc, pour ce qui est des versants, la partie basse, il y a plus une végétation sèche de maquis ou de chêne, très sensible aux incendies. Et la partie haute, donc, nous avons des hêtres, des pelouses d'altitude aussi. Et donc, les deux incendies de référence jusqu'à maintenant étaient deux, les transfrontaliers étaient deux. Donc, à niveau catalan, nous avons celui de cette année aussi, bien qu'il n'a pas commencé en France, mais la trajectoire est exactement la même. Donc, si nous commençons avec celui de 78, elle a commencé à Port-Vendresse et puis il est arrivé donc jusqu'à ce point au sud. Celui de 1986 a commencé au Pertus, si je me rappelle bien, et puis il s'est développé. Et donc, avec la tramontane et les vents marinades, donc l'on fait retourner vers la France. Donc, nous disons toujours que l'incendie de 86 a brûlé plus de 20 000 hectares, mais quand nous comptons les statistiques catalanes, nous ne comptons pas les hectares en France qui ont été aussi brûlés. Donc c'est un feu d'aller et de retour. Donc en 2012, la trajectoire a été semblante. Donc ici vous voyez, parce que comme nous avions l'expérience de ce secteur-là et de l'incendie de 1986, nous avons arrêté le retour de cet incendie vers la France. Donc ici vous avez la cartographie et donc le travail que nous avons fait conjointement. Donc, il est très important de travailler sur les infrastructures de prévention des incendies. Il est très intéressant d'étudier les incendies historiques, non seulement les transfrontaliers, mais ceux qui pouvaient être transfrontaliers, mais parce qu'on a été efficace avec l'extinction d'une façon ou d'une autre, ils n'ont pas pu traverser la frontière, évidemment. Donc, ceci a un impact économique, bien sûr, mais aussi un impact social. Ici, nous avons vu cette année, en 2012, de la façon qui nous affecte donc à la société, les zones qui ont été affectées par les incendies, mais les autres zones aussi sont affectées d'une façon ou d'une autre. Donc, il y a donc une planification globale. Pour ce qui est de la prévention, il faut planifier aussi. Nous l'avons déjà fait, et donc il y a une prévision de planifier, de mener à terme des actions de prévention conjointe dans des aires de basse charge de combustible avec continuité entre les deux côtés. Par exemple, au Pertus, il y a une partie de basse qui a servi partiellement dans cet incendie de 2012 pour prévenir le développement de l'incendie. Donc, des chemins stratégiques avec une certaine continuité. Donc, par exemple, à la zone de la Jonquera, de l'Arca, donc, il y a tout un réseau de voiries de premier ordre qui a été aménagé. Ensuite, la distribution uniforme des points d'eau. Donc, pour ce qui est des points d'approvisionnement en eau. Donc ici, nous sommes en train de parler de prévention, mais si jamais nous travaillons sur la partie d'extinction, donc tout se complique. Donc des pompiers d'un côté et de l'autre de la frontière travaillent avec des systèmes différents, et aussi pour ce qui est de la pression, de la sortie de l'eau, les connexions aussi, la typologie terrestre, etc., ou des moyens aériens. Il y a différentes stratégies qui sont utilisées d'un côté et de l'autre de la frontière. C'est pour cela que ça n'avait pas de sens d'avoir un point d'approvisionnement en eau à 500 mètres de l'autre côté du Pertus, avoir un bassin. Donc c'est pour cela que maintenant il y a un seul point d'eau qui a été créé et qui a été utilisé en fait dans le plat de l'Arca, qui avait une capacité pour les moyens aériens, qui sont la priorité pour l'extinction, donc pour avoir une action rapide, donc avec 2 sorties et 2 points d'approvisionnement. Donc une citerne d'extinction donc qui devait
être bâtie à côté de la frontière a été en fait, construite dans un autre endroit. Donc ici, vous avez toutes les actions et ensuite donc les infrastructures prioritaires, ensuite un matériel de dissémination comme par exemple des colloques, etc. Donc la méthodologie est facile comme pour tous les projets, des réunions, des réunions au début, donc il y a eu plusieurs réunions, il y a eu des débats avec plusieurs personnes, des contacts qui ont été créés et des réunions préliminaires, bien sûr. Et donc il y a un document qui a été élaboré une fois le projet a été approuvé, donc ce document d'équivalence pour savoir de quoi nous sommes en train de parler, et aussi les documents relatifs à la planification du territoire, donc aussi créer des plans, ce qu'on appelle maintenant les plans de prévention des incendies, et donc des actions transfrontalières, donc qui s'appellent les PAP. Et ensuite, nous avons choisi les actions transfrontalières, donc le col de Banyuls, et donc nous avons étudié les incendies passés pour vraiment les perfectionner l'endroit, le plat d'Alarca dont j'avais parlé et le mas de la Comtessa, et aussi et finalement donc l'exécution de ces actions prioritaires. Donc ici, donc le projet n'a pas de grande prétention pour ce qui est du niveau volumineux de financement. Donc ici, vous avez les budgets globaux qui ont été légèrement modifiés parce qu'il y a eu plus d'investissements et parce qu'on prévoit en faire beaucoup plus dans des infrastructures qui sont vraiment nécessaires. Et ce que nous voulons faire ici, c'est de planifier à l'heure de l'exécution, d'un côté et de l'autre, la partie exécutive, et pour que ces plans-là soient vraiment clairs, pour qu'ils puissent être utilisés. Donc, si vous avez le document d'équivalence dont j'ai parlé, qui établit les équivalences terminologiques, bien sûr, entre un côté et l'autre de la frontière. Ici, vous avez donc la table d'équivalence pour ce qui est des pistes d'un côté et de l'autre. Donc, s'il y a des mesures différentes ou des élargissements différents des chemins, donc le savoir, parce que si un véhicule terrestre veut se connecter au point d'approvisionnement d'eau, il fallait vraiment créer un même type de connexion. Maintenant, il y a les sorties d'approvisionnement sont doubles, une pour chacun des systèmes. Dans l'avenir, il y en aura une qui sera homogène pour que les deux côtés ne soient coordonnés d'une façon correcte. Donc, des deux côtés de la frontière, il y a des classifications propres. À l'heure de définir le risque d'incendie, donc, il se définissait d'une façon, ou il se définit toujours d'une façon différente. Donc, ce que nous avons fait maintenant, c'est des équivalences qui nous permettent ensuite d'établir ces priorités d'action au niveau de prévention des incendies. Donc, tout ce que ces infrastructures de prévention d'incendie sont utilisées par les pompiers catalans et français, sont réfléchis sur leur cartographie. Et puis, nous voyons que les cartographies sont différentes. Donc, chacun a une cartographie opérationnelle différente. Donc, tous ces documents-là, nous avons essayé de faire des classifications des pistes pour pouvoir homogénéiser. Nous n'avons pas encore terminé ce travail, mais c'est vraiment une fois que tout a été bien planifié noir sur blanc, créer une cartographie conjointe avec les pistes, les aires d'approvisionnement et tout pour avoir les mêmes équivalences. Donc, tout le monde peut savoir d'un côté et d'un autre où se trouvent les pistes, où ce sont les aires stratégiques pour stationner ou les aires sûres pour stationner les véhicules d'extinction. Une aire sûre doit être définie de la même façon, d'un côté et de l'autre des Pyrénées. Nous avons les pistes, nous avons les voies principales, nous avons les points d'approvisionnement d'eau, les zones de classification. Donc tout cela est représenté sur la cartographie. Si vous avez par exemple une citerne, les citernes que nous utilisons pour la charge d'hélicoptères sont celles-là. Celles-là sont pour la charge terrestre qui sont utilisées en France, par exemple. Donc aussi
les systèmes de raccord. Ici, vous avez un raccord symétrique ou le raccord, ce qu'on appelle raccord Barcelone. Donc, c'est la solution que nous avons faite, donc qui fonctionnait plus ou moins jusqu'à maintenant. Donc, à mesure que nous allons créer les points d'approvisionnement double, donc nous allons essayer donc d'avoir deux façons de pouvoir s'approvisionner en eau. Et il faudra vraiment couvrir tout le territoire. Et ensuite, en fait, donc c'est tout ce que nous avons défini, donc les aires stratégiques ou les coupures, par exemple, qui étaient encore plus compliquées parce qu'il y avait des définitions différentes. La signalisation aussi forestière, donc ce n'est pas seulement un problème que nous avons en Catalogne et en France, mais partout dans le monde, parce qu'il y a plusieurs types de signalisation. Ensuite, il y a plusieurs types de couverture pour le contrôle et la vigilance. Mais il y a certaines zones qui pourraient être communes pour ce qui est de la vigilance et du contrôle transfrontalier des zones pour ce qui est de la vision. Donc, tout cela a été défini dans le document d'équivalence, comme j'avais dit au début. Et puis, donc, nous essayons aussi donc de corriger toutes ces différences. Donc pour ce qui est des actions, les points d'action prioritaires, c'est le massif des Alberts et le Cap de Creuse, bien qu'il ne soit pas transfrontalier, mais bon, il fait une partie de la partie catalane. Et donc en plus, au niveau des équipements, je vais vous mettre l'exemple d'ici. Dans chacun des périmètres de protection prioritaire des zones de risque, il y a des espaces naturels de protection spéciale qui ont besoin d'un cadre spécifique de prévention d'incendie et de prévention stratégique. Ici, nous avons la Massana et d'autres zones, par exemple en Catalogne, qui y ont cette même qualification. Donc, cette planification de projet. Donc, il y a eu le document d'équivalence. Ensuite, il y a la planification de ces infrastructures à installer. Donc, ce que nous essayons de faire, c'est d'avoir une continuité. Donc, ici, nous avons la planification initiale du PAFI français. Et ici, donc, vous avez donc toutes les zones, le col de l'Arca, la piste qui a été réaménager donc toute une série d'infrastructures. Donc nous allons avoir une cartographie conjointe qui va vraiment prendre en compte les deux versants, les deux zones, la zone frontalière avec ces deux versants, nord et sud. Donc c'est ce que nous avons fait jusqu'à maintenant. Il faut que je termine, d'accord. Je vais terminer en plus, à part française. Il y a toute la mosaïque agricole à prendre en compte pour ce qui est de la prévention. Et il y a un guide avec les bonnes pratiques agricoles pour, surtout quand on parle d'agriculture, c'est la vigne. Donc, historiquement, comme vous le savez, donc ces plans servent. Donc, nous avons les actions des cols stratégiques, comme par exemple le col de Panissars, le plat de l'Arca cette année, le col de Banyuls. Et ici, vous avez les projets, les visites conjointes qui sont faites avec des pompiers, donc avant, avec des feux contrôlés, qui sont faits par les pompiers. Et puis ici, vous avez des visites donc qui sont faites pour connaître bien le terrain. Donc ici, vous avez l'action et qui a été menée à terme à Pla de l'Arca. Ici, vous avez le col du Pertus et ici, donc, le feu, donc, s'est développé par là. Donc, on a pu avec l'aide des pompiers français, à l'arrêter. Donc, ici, vous voyez une vue de prise d'un avion d'une collègue qui venait de Hollande, qui a vu le Pertus et elle a fait des photos. Ici, vous voyez donc le feu, par exemple, et vous voyez toute la zone où on a pu travailler pour éviter que le feu se développe vers l'intérieur. Donc voilà les actions. Et donc voilà juste une petite information. Vous avez la page web, donc des diffusions dans des médias économiques. Et des fois, nous parlons de prévention. Donc ici, même à l'Assemblée nationale française,
Et il y a une demande qui a été faite express pour le projet Prinkalp comme un projet de coopération transfrontalière de priorité à cause de son utilité. Voilà, c'est tout. Merci. Merci. Vous pouvez prendre place dans l'ordre que vous souhaitiez et vous disposez de 15 minutes pour nous expliquer ces projets de collaboration policière dans l'ordre que vous souhaitiez. Bonjour. Tout d'abord, j'aimerais remercier les organisateurs de nous permettre de faire partie de cette journée, même si c'est à la dernière heure de l'après-midi. Je pense qu'il est important que la police soit présente dans ce type de journée parce que sans doute la police et la sécurité, c'est un service que l'on offre aux citoyens, tout comme d'autres services. Et la police doit être considérée donc une partie de plus de tous ces domaines de collaboration. D'autre part, je vais vous dire que mon intervention va être vraiment très brève et elle va simplement préparer les deux interventions importantes, celle de l'inspecteur Jordi Puig et celle du directeur. Tout comme le maire de Puigcerdà, moi je pense que pour qu'une chose ait du succès, il doit y avoir un besoin. Dans le domaine de la sécurité, ce besoin existe. En fait, nous avons des délinquants qui peut voler dans un appartement à la Junquera et dans un autre appartement à la Catalogne Nord. En effet, actuellement, il n'y a pas un point fixe de contrôle sur la frontière franco-catalane. Et chaque fois plus, les délinquants n'ont plus l'impression qu'il y a une frontière physique. Ils ne sentent plus qu'il y a un obstacle. C'est pour ça que les délinquants se déplacent avec une liberté totale, tout comme le reste des citoyens, évidemment, dans l'Union européenne. C'est le principe de la libre circulation des personnes. Et d'autre part, nous avons d'autres problèmes qui sont soufferts par les citoyens français et d'autres citoyens européens dans la zone de la Catalogne Sud. Par exemple, il y a des Français qui sont victimes de vols sur les autoroutes. Il y a aussi le problème du tourisme. Beaucoup de touristes français se font voler. Donc, tous les problèmes typiques qu'il y a en Catalogne Sud. Et il y a aussi un phénomène caractéristique, une présence nombreuse de délinquants français, tout comme il y a aussi des délinquants catalans en France. Chaque fois plus, donc, nous voyons un mouvement de délinquants en voiture avec des plaques d'immatriculation françaises qui participent à des délits dans notre pays. Il y a aussi les Français qui viennent acheter de la drogue à Figueras ou dans certains quartiers de Gérone, en général pour consommer cette drogue, mais parfois aussi pour se concentrer au petit trafic, car la drogue ici est beaucoup plus économique. Il y a aussi des Français, des Catalans, des Espagnols qui achètent dans des entrepôts qui vendent des vêtements falsifiés. Par exemple, près de la Junquera, on a fait plusieurs détentions dans ce sens. Et que pouvons-nous faire face à cela? Eh bien, les polices des deux côtés de la frontière, nous devons nous mettre d'accord pour travailler ensemble. Historiquement, depuis longtemps, nous collaborions déjà beaucoup, surtout en matière de transit, de trafic, parce que nous avons maintenant aussi des collaborations en matière d'émergence, mais par contre, en ce qui concerne les délinquants, le travail des Mossos d'Esquadra avec la gendarmerie était très limité parce que les Mossos d'Esquadra, la police catalane, est une police nouvelle. Le déploiement a eu lieu il y a peu. Et il y avait donc là une faiblesse dans nos actions.
Dans ce contexte, lorsque j'arrive à Girona en 2005, pour la première fois, je me trouve face à cette situation. Le rapport des Mossos d'Esquadra avec les gendarmes français ne va pas au-delà d'un rapport protocolaire. Et à partir de 2005, ces rapports s'intensifient. C'est dans ce contexte où est né le CCPD, le Centre de coopération policière et douanière. C'est un centre d'échange d'informations très important qui se situe au Pertouche. Je ne vais pas rentrer dans ce sujet, c'est un sujet très intéressant, mais nous n'avons pas de temps pour l'analyser, le présenter. Et un autre projet de collaboration qui mise sur la collaboration entre la gendarmerie, la Guardia Civile et la gendarmerie française. Le nom du projet est un petit peu étrange, ce n'est pas moi qui l'ai choisi. Moi, je pensais qu'avec un nom si étrange, nous ne recevrions pas la subvention. Finalement, nous l'avons reçu. Et ce projet, j'ai vu sa naissance. C'était en 2007. L'initiative du général Reynaud, qui était le plus haut responsable de la gendarmerie de Languedoc-Roussillon. Et lorsque les Mossos m'ont demandé d'analyser le projet, j'ai essayé de proposer une orientation très pragmatique parce que je voyais que le besoin existait à Puigcerdà. C'est ce que disait ici le maire de Puigcerdà au sujet de la santé. Et bien au sujet de la sécurité, c'est la même chose. Le besoin existait. Et ce projet donc a été très utile et a obtenu de très bons résultats. Je ne vais pas rentrer dans les détails car c'est mon collègue qui va le faire beaucoup mieux que moi. Merci. Bona tarda, bonsoir. El que ha introduït el comissari Belenguer, jo el que desenvoluparia... Bonsoir. C'est un petit peu ce qu'a dit le commissaire Belenguer. Moi, je vais tout simplement vous donner quelques détails complémentaires et vous expliquer un petit peu comment a été organisé par le projet. C'est un projet POCTEFA aussi, 2009-2011. Lorsqu'on parlait de paperasse, de travaux préalables, je l'ai suivi de très près. J'ai donc connu aussi de très près les démarches à suivre pour préparer les dossiers. Le protocole a été signé en 2008, en juin 2008, et le POCTEFA a été approuvé en décembre 2008 et le projet a commencé à démarrer en 2009. Une fois nous nous sommes mis en marche, et nous nous sommes mis d'accord sur les points principaux. Et il y avait 4 aspects importants à surmonter. La langue, bien qu'on parle les deux côtés du français, le français et le catalan, nous pensions qu'il devait y avoir un petit renforcement de ce sens. Nous avons aussi fait des sessions de formation concernant les structures, parce que ce n'est pas la même chose un sergent pour la gendarmerie qu'un sergent pour les Mossos. Il fallait donc voir ces différences pour que lors des conversations, nous puissions trouver vraiment les personnes adéquates. Et nous avons donc créé des séjours d'immersion chaque semestre. Il y avait des séjours d'une semaine de durée pour 2 personnes de chacun des corps policiers. Il y avait 2 Mossos qui allaient en France ou 2 gendarmes qui venaient nous voir dans nos services en différentes spécialités, le trafic, la police judiciaire, surtout, c'est-à-dire la délinquance transfrontalière, surtout se centre sur ces 2. Et comme je le disais, pendant 3 ans, il y avait 2 séjours par an d'une semaine de durée. Pendant ce séjour, il y avait une formation linguistique, 9 heures de formation, une préparation de dossiers et une partie peut-être un petit peu plus ennuyeuse, où il y avait des contacts plus formels avec les professeurs.
Évidemment, ces personnes qui ont participé à ces échanges avaient déjà certaines connaissances linguistiques. Et l'autre partie peut être plus amusante et plus pratique, c'est parce que après, nous introduisions ces personnes, ces gendarmes, dans la vie normale. Nous leur prêtions un uniforme et nous les accompagnions à Barcelone ou à Gérone, si c'était des gendarmes. Et dans le cas contraire, nous allions donc faire un travail sur le terrain à Montpellier, par exemple. Alors, il y avait donc cette formation linguistique, comme je le disais, et dans cette formation linguistique, il y avait aussi les connaissances des structures. On visitait donc les services centraux pour voir un petit peu l'organisation de la structure de chaque organisation. Et puisqu'on était centré sur le trafic, on essayait de voir comment se faisaient les contrôles de trafic, de alcoolémie, etc., ou les analyses de la police judiciaire. Avant, par exemple, on disait que les questions juridiques, administratives, légales sont un problème. Nous le vivons chaque jour parce que, bien qu'on est en Europe, les législations pénales sont différentes, les procédures pénales sont différentes. C'est pourquoi nous devons voir un petit peu ce que nous pouvons faire les uns et les autres pour travailler ensemble. Donc, grâce à ces rencontres, nous pouvions connaître les procureurs, les juges, les magistrats, etc. Et cette semaine incluait aussi, en ce qui concerne Barcelone, une visite à un centre de détention très grand, un centre qui n'existe pas exactement de la même façon en France, et donc nous leur permettions de le visiter pour les aider à apprendre comment nous faisons les détentions, les arrestations, etc. Et il y avait aussi en été la possibilité pour les gendarmes de séjourner à l'Institut de la sécurité publique de la Catalogne, de connaître nos installations, les installations des Manchouches. Cela donc, en somme, permet d'établir des liens plus solides, plus fluides. Et dans les cours de langue, ce que nous avons incorporé, c'est un vocabulaire commun. Tout comme le disait notre collègue du monde forestier. Nous avons fait la même chose, mais au niveau de la police. Ce glossaire, ce vocabulaire, nous l'avons dans les ordinateurs et maintenant il a évolué. Il a jusqu'à 800 mots, parfois avec toutes les difficultés représentées par les systèmes informatiques. Bien, et donc c'est ces jours d'immersion linguistique, comme je vous le commentais il y a quelques minutes. Et tout cela donc nous a permis de nous connaître beaucoup mieux. Mais il y avait aussi une autre question commune. C'est l'unité des chiens, l'unité canine qui se charge de la recherche d'explosifs, de drogues, etc. Dans ce domaine-là, nous avons aussi échangé des expériences. Et le mois passé, par exemple, nous avons envoyé 4 personnes à Gramma, à Toulouse, pour former ces chiens dans la recherche de billets d'euros. Les chiens, tout comme ils peuvent chercher des drogues, on peut les former aussi, les préparer pour qu'ils cherchent ces billets faux. La gendarmerie a facilité ce contact, cet échange, et c'est une pratique de plus. Parce que les cours, c'est-à-dire que l'échange ne doit pas finir après les 3 ans de cours. La relation, normalement, est maintenue. On a moins d'argent en général et on fait moins de choses, mais on essaye de maintenir le contact et de se réunir au moins une fois par an. Je dispose encore de 2 minutes. Alors, 2 minutes et je finis. Aussi, une partie consacrée au matériel informatique, les ordinateurs portables, les ordinateurs fixes, pouvoir travailler donc à ce niveau aussi opérationnel. Et en ce qui concerne la communication, il y avait des réunions, plusieurs réunions, mais le plus intéressant au projet de la communication, c'est qu'on a élaboré des dépliants
jusqu'à 30 000 dépliants et 2 000 porte-clés pour les participants. Lorsqu'il y avait donc des contrôles de transit, les prix de la Formule 1, etc., sur les frontières, nous donnions aux personnes un porte-clés et un dépliant dans les 3 langues, le français, l'espagnol et le catalan, aux visiteurs pour qu'ils puissent connaître la façon d'améliorer la sécurité transfrontalière. Nous avons aussi participé à un forum organisé par un Poctefa il y a 2 ans et nous avions un stand là-bas et je crois que ça a été un exemple de coopération positive entre les 2 forces. Je dois dire ici aussi que nous avons beaucoup de choses en commun avec M. Piñeira, le maire de Puigcerdà, parce que cette existence de l'hôpital transfrontalier, c'est quelque chose que nous allons subir directement. Et c'est un petit peu ce qu'on disait avant. Il y a eu des réunions avec les procureurs, les juges, les policiers. Par exemple, nous avons eu un cas d'une personne qui a été arrêtée sur le territoire espagnol, qui avait un taux d'alcoolémie très élevé. Et moi, je me souviens que à l'époque, lorsqu'on s'est trouvé face à ce cas-là, j'ai dit, si on avait pu construire un hôpital au milieu des 2 pays, ce serait beaucoup plus facile. Bon, je crois que les difficultés administratives ne nous empêchent pas de nous comprendre, mais malgré tout, c'est des difficultés. Je vais vraiment être très très bref, je vais essayer. Je vais vous parler avec un double bonnet. Moi, j'ai été responsable du projet Coborrec Calabo. C'est un nom très original, monsieur le commissaire. Il a été inventé par le colonel Daniel Conta de la gendarmerie. C'est un titre que nous n'aimions pas, mais il était si content de son titre que nous n'avons pas osé le discuter avec lui. Moi, j'ai été le responsable financier. Je vais maintenant m'adresser à vous en tant que responsable financier. Et je ratifie tout ce qui a été dit par mes prédécesseurs. C'est un thème compliqué, celui de la sécurité. Il y a ici 3 administrations, la catalane, la française et la 3e, c'est l'européenne. Et ça, c'est un cocktail compliqué. Un cocktail compliqué à gérer. La réalité... Et comme le disait M. Chounier, les objectifs doivent être clairs, car sinon, parfois, on perd notre orientation, notre nord. À l'époque, on devait passer 2 certifications, on devait faire un audit spécialisé. Un audit, donc des experts en audit, parce que ces personnes-là ne savaient absolument rien au sujet de l'administration locale ni régionale. Et on se trouvait dans une situation où il fallait, par exemple, en ce qui concerne les feuilles de paie, la justification ne pouvait pas se limiter à avoir fait le paiement. Il fallait justifier que la personne avait vraiment reçu l'argent. Et on nous donnait 24 heures, 48 heures pour le faire. Sinon, un délai de 6 mois s'écoulait et donc cette dépense rentrait dans la 2e certification. Donc, très compliqué, oui, mais puisqu'il y avait cette volonté de mener le tout de l'avant, parce que je suis d'accord avec ce qui a été dit ici, l'idée européenne. Les Catalans se sont européens depuis des siècles. Nous avons donc beaucoup voulu insister sur cette idée européenne. Et pour clore cet aspect ou cette dimension économique, le coût total a été de 70 000 € pour cette collaboration.
et 16 000 ont été apportés par la Generalitat. En tant que chef, maintenant je mets ma casquette de chef des services de l'intérieur de la Generalitat. Je dois dire qu'une fois le déploiement des Mossos a lieu sur le territoire de la Catalogne, toute la relation policière internationale devait passer par les corps de sécurité de l'État, c'est-à-dire la police nationale et la Guardia Civile. Ça, c'était un vrai frein à pouvoir avoir une relation de confiance avec nos voisins. Dans ce cas, la police française, la gendarmerie, la police nationale, la police des frontières. Un premier progrès a été la création du centre de coordination. En fait, il avait déjà été créé, le centre de coopération territoriale et douanière, où il y avait représenté les différents corps policiers. Il y avait la gendarmerie, la police nationale française, la PAF, la Guardia Civile et le corps national de la police. Mais nous devions toujours passer par la police nationale ou par la Guardia Civile. Lorsqu'on est accepté comme des membres de plein droit dans cette coopération policière, nous entreprenons un premier pas en avant. Et c'est à partir de là que nous voyons que nous pouvons faire un travail conjoint vraiment très important. Moi, je pense que du point de vue français, la gendarmerie, la police nationale française se rend compte que celui qui est en train d'exercer les fonctions policières en Catalogne, ceux qui le font, ce sont les Mossos d'Esquadra, parce que la Guardia Civile et la police nationale n'ont des compétences que très très concrètes. Et un besoin donc bidirectionnel apparaît. Et c'est à partir de là que se présente cette proposition de Coporrech Calaro, ce projet qu'a déjà expliqué notre commissaire. Je ne vais pas donc rentrer dans les détails à nouveau. Je dois vous dire que l'objectif de ce projet est de minimiser les effets transfrontaliers. Nous nous disions faire disparaître la frontière. Du point de vue policier, c'est quelque chose de solide, de robuste. Faire disparaître les frontières, il faut avoir du courage pour le faire. Mais malgré tout, je crois que nous avons vraiment accompli de grands exploits. Je crois que nous avons tissé des rapports de confiance, de cordialité, comme l'ont expliqué le commissaire et l'inspecteur. Et cela n'abonde que sur un avantage, une plus grande sécurité pour les citoyens d'un côté et de l'autre de la frontière, pour les citoyens du sud de la France et pour les citoyens de la Catalogne. Donc, bienvenue cette coopération. Je salue cette coopération. Et je vous donne cet exemple parce qu'on l'a vu hier aussi sur le journal de Girona. Parce que cette coopération se concrétise dans, par exemple, le dispositif Pyrénées, qui est un dispositif mis sur place cette semaine avec des contrôles policiers de trafic, d'alcoolémie, pour des délits criminels qui se font à un et l'autre côté de la frontière. Donc, cet effet de minimisation de la frontière, à mon avis, nous montre que je crois que c'est un aspect que nous sommes en train de réaliser chaque jour mieux. Et tout ceci malgré les inconvénients, les obstacles bureaucratiques qui parfois nous contraignent. D'autre part, c'est normal, mais s'il y a la volonté, la volonté est là, je crois que nous pouvons vraiment avancer dans cette direction. Merci beaucoup. Gràcies per haver-vos sotmès al temps que us havíem demanat, sé que és complicat. Si volem continuar respectant els temps... Pour respecter les temps, et je sais que c'est difficile parce qu'il y a le fuseau horaire entre le Perpignan et la Catalogne, mais nous avons quelques minutes pour les questions. Si vous avez des questions concernant les deux premiers intervenants, en ce qui concerne les patrouilles mixtes, par exemple, est-ce que vous vous centrez sur ces programmes ou cela ne fait pas partie de votre coopération? Oui, les patrouilles mixtes dans le TGV.
J'ai entendu dire que vous alliez faire des patrouilles mixtes de surveillance dans le TGV lorsqu'il croisera la frontière. Oui. Bon, les patrouilles mixtes, en ce qui concerne cette question, c'est une question qui dépend de l'État espagnol. Et l'État espagnol doit encore autoriser los Mossos d'Esquadra d'intervenir directement. C'est une proposition que nous avons faite déjà en 2007, la possibilité pour les Mossos d'Esquadra de participer directement, de collaborer directement. Mais pour l'instant, nous n'avons pas eu de réponse. Cette patrouille mixte, dans le sens de commencer ici notre travail et finir de l'autre côté de la frontière, ou commencer, par exemple, à faire démarrer un train et pouvoir l'arrêter au boulot, par exemple, ou à l'horaire, la gendarmerie de PAF, etc. Ça, c'est des compétences qui reviennent à l'État. En principe, cela devrait changer, mais pour l'instant, l'État est en train d'étudier ce dossier. Et les patrouilles mixtes se faisaient à Portbou, et maintenant on les fait plus ici, surtout pour des raisons en matière d'immigration et de circulation d'étrangers. Je voulais tout simplement dire que ce point est vraiment très important. C'est un point qui était important aussi lorsque l'on a créé ce centre de coopération douanière. Mais pour l'État, c'est très difficile de reconnaître le corps des Mossos d'Esquadra comme une police avec des compétences principales ou centrales. C'est pour cela que le gouvernement catalan est en train d'insister là-dessus. Mais compte tenu de la situation, ce n'est pas du tout facile. Comme je l'ai dit avant, il faut insister surtout sur l'idée que cela va au profit des citoyens des deux côtés de la frontière. Mais c'est une question de concept. L'État a des difficultés à céder cette compétence à la police catalane parce qu'il pense qu'à partir de là, la Généralitat acquiert encore plus de structures étatiques et ça, c'est compliqué. Y a-t-il d'autres questions, éclaircissements, remarques? Sans plus, vous pouvez rejoindre vos sièges et vos collègues car nous allons maintenant passer à la clôture de cette séance. Nous allons continuer avec la dernière intervention. Je vais demander à M. Joan Gaudí, directeur de la Maison de la Généralité de Catalogne à Perpignan, de venir nous parler, nous présenter l'espace de la page web de l'Eurodistrict. Monsieur Gaudí, s'il vous plaît. Bon. Donc, toutes les actions d'harmonisation et de structuration de l'espace catalan transfrontalier ont eu lieu, ont été menées et sont en train d'être menées dans le cadre du projet de coopération du programme POCTEFA et le projet Euro 4. Donc, en conformité avec la répartition qui a été accordée pendant l'élaboration du projet à travers la Généralité de Catalogne et à travers sa maison à Perpignan qui a piloté la création de la page web. Donc, nous avons matérialisé le portail de l'espace catalan transfrontalier que j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui. Donc, cette page web, ce portail web devient un instrument de communication et d'information au service des institutions et des entités qui sont membres du projet et aussi pour toute la citoyenneté de ce territoire-là. Et donc, notre objectif, c'est d'en faire un instrument puissant pour optimiser nos actions. Et donc, dans ce cadre-là, nous avons développé l'intranet aussi. L'intranet qui est
la partie technique à utilisation restreinte aux partenaires qui participent à ce projet. C'est un instrument qui permet d'échanger des informations, de documentation, des archives, des rapports, des études, des dossiers, des résultats d'études de données aussi. Donc, il permet d'avoir un agenda partager, de faire en sorte qu'il y ait une participation entre les partenaires pour qu'ils deviennent un instrument de participation, de communication entre les différentes entités. Donc, le web de l'espace catalan transfrontalier est un instrument unique qui permet de diffuser l'information à tous les citoyens qui sont présents dans ce projet-là, son activité et ses services sont offerts à tous les utilisateurs. L'instrument permet la participation des citoyens, améliore la participation et l'intercommunication entre les citoyens et les institutions et devient un instrument de communication primordial transfrontalier. C'est un instrument multilingue et nous avons l'objectif de promouvoir ce portail vers l'extérieur. Nous allons passer à la section des contenus. Donc, dans l'introduction que nous avons ici, qui présente le projet de l'espace catalan transfrontalier, donc elle explique les éléments de l'Eurodistrict à travers des données, des photos. Et si vous avez des photos aussi, elles sont libres de droit. Vous pouvez les retrouver, vous pouvez les copier, vous pouvez les trouver partout sur la page web. Bon, je vais passer donc à l'onglet relatif à l'Eurodistrict. Donc ici, nous essayons de montrer et d'expliquer ce que c'est que l'espace européen interterritorial et de la possibilité de création de nouveaux districts des deux côtés. Il parle de l'organisation, des objectifs et de l'organisation du projet. Il parle des actions existantes et des eurodistricts existants à niveau européen aussi. Ensuite, nous avons accès à des études, à des guides. Donc, le web est une base de données aussi et de ressources, pardon. Donc, tous ces éléments-là, donc vous pouvez les télécharger sans aucun problème et ici, nous allons ouvrir l'onglet relatif à la presse. Ici, vous pouvez voir tous les communiqués de presse. Et aussi un recueil de tout ce qui a été publié sur l'Eurodistrict. En fait, vous avez toute l'information donc de ce qui se passe sur le territoire. Et ici, vous avez aussi une partie relative aux aides, aux subventions. Vous pouvez télécharger les documents officiels relatifs à ces aides ou si vous voulez demander des subventions, bien sûr. Ensuite, vous avez un accès aux nouvelles relatives à l'Eurodistrict. Ici, vous avez aussi un lien qui vous envoie au lien des institutions, des territoires membres de l'Eurodistrict. Vous pouvez avoir des informations, par exemple, de la mairie de Figueras ou d'autres mairies. Et donc, service aux citoyens.
Ici, donc, vous avez des données socio-économiques, touristiques, de transport, d'information. Et ici, vous avez toutes ces informations sur les projets Interreg, les projets du Fonds commun, bien sûr, les organismes de coopération, Europe Direct, donc, si vous êtes abonné, donc, comme vous le savez, à travers le RSS, l'information arrivera directement à votre courrier électronique. Excusez-moi, je n'arrivais pas à trouver le mot. Et aussi, nous allons aussi télécharger des résultats d'enquête que nous allons mener. Vous pouvez trouver aussi tous les plans de ville, une cartographie que vous pouvez télécharger. Vous avez tous les contacts relatifs à notre organisation. Toutes les personnes qui travaillent dans l'organisation. Bon. Donc, ça a été une présentation rapide, mais moi, je vous invite à aller visiter notre web, à l'utiliser, bien sûr. Et pourquoi il sert ce portail web? C'est un instrument pédagogique pour sensibiliser la population et c'est un instrument de communication entre nous parce que c'est l'instrument que nous devons utiliser pour développer ce territoire d'un côté et de l'autre des Pyrénées. Donc cet instrument-là va nous permettre d'avancer dans ce chemin. Bon, donc, je voudrais vous remercier pour votre présence ici pendant ce colloque et je vais laisser la parole à la personne qui va venir après moi. Donc, tout le matériel, donc tout ce qui a été enregistré aujourd'hui dans ce colloque-là, vous allez le voir sur le portail web immédiatement. Donc, est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Est-ce que vous pouvez nous donner une idée? Quel type de questions, quel type de commentaires, de consultations que vous recevez? Quel type de personnes se dirigent à vous à travers le portail? Donc, je devrais vous dire que nous sommes en train d'élaborer ce portail web. En fait, il y a beaucoup d'informations qui ont été mises dessus, mais il y a quelque chose que nous n'avons pas fait, c'est d'avoir des statistiques sur le nombre de personnes qui rentrent, etc. Une fois que nous aurons cette information, nous allons la diffuser. L'interprète a perdu le tympan. Bon. Donc, si nous avons des informations, nous allons les mettre. Nous sommes désolés, nous ne pouvons pas entendre ce que le monsieur est en train de dire. Donc, je pense que les personnes du Sud sont plus intéressées que les Catalans du Nord. Voilà, oui. Pour être honnête, et il y a surtout les fonds communs de l'Eurodistrict ont reçu beaucoup plus de participation de la part du Sud, surtout de la province de Gérone, un peu aussi de la Catalogne Nord, mais beaucoup moins. Donc, nous allons voir comment nous allons faire en sorte que cet instrument soit le plus efficace possible. Donc, merci, merci. Doncs arribem a la cloenda i per la cloenda intervindrà... Nous sommes désolés.
sotsdirectora general d'Afers Exteriors. Gràcies. Sí, ara me'n cuido. Bon, bonsoir. Bon, donc, j'ai été chargé de clôturer ce colloque au nom du département des Affaires étrangères de la Généralité de Catalogne de cette première session des journées techniques de l'espace catalan transfrontalier qui a eu lieu aujourd'hui à Gérone pendant toute la journée. Demain, il va célébrer sa deuxième partie à la Jonquière. Donc aujourd'hui, nous avons parlé de coopération territoriale et demain, donc on va parler de coopération entrepreneuriale et universitaire. Donc en premier lieu, je voudrais remercier la délégation territoriale du gouvernement de la Generalitat à Gérone pour son implication et pour ses efforts dans l'organisation de ce colloque. Et aussi, je voudrais remercier la participation des intervenants aujourd'hui à Gérone et ceux qui vont participer demain à la Jonquière. Donc, l'organisation de ce colloque suppose d'emblée qu'il y a un aspect très important à souligner dans le développement de toutes les activités que ce projet veut mener à bien, le projet Eurocat. Comme nous l'avons dit ce matin et cet après-midi, l'objectif principal est de structurer le territoire de l'Eurodistrict, de l'espace catalan transfrontalier pour faciliter tous ces contacts entre tous les acteurs et les institutions de l'Eurodistrict, parce que de plus en plus, il y a de plus en plus de projets, comme nous l'avons entendu pendant la journée d'aujourd'hui et surtout cet après-midi. Nous avons parlé de projets très concrets avec des contenus différents qui sont en train de se développer et pour qu'il y en ait plus qui se génèrent aussi. Et donc, ce projet de l'Eurocart a reçu le soutien du POCTEF dans son développement il y a quelques semaines. J'ai été en Tunisie et j'ai participé à un séminaire que la Commission européenne a organisé avec l'objectif de connaître les modèles de développement territorial adaptés à d'autres pays du bassin méditerranéen. Donc, dans ce cas-là, c'était pour présenter notre expérience, l'expérience catalane, avec la volonté que des pays comme la Tunisie, des pays du sud de la Méditerranée apprennent où est l'expérience directe de nos modèles, de ce qu'on appelle de notre know-how, mais qu'en même temps, cette expérience puisse être traduite et aussi qu'elle leur explique les erreurs aussi que nous avons eues. La Catalogne travaille depuis plusieurs années en coopération territoriale. Ce n'est pas maintenant que nous avons commencé. Nous avons commencé à travailler pendant les années 80. Les projets de coopération avec les territoires voisins étaient clés pour développer le développement, la cohésion territoriale. Nous, comme le gouvernement de la Généralité de Catalogne, nous pensons en fait que c'est seulement à travers la coopération interterritoriale que nous pouvons renforcer cette nouvelle Europe, une nouvelle Europe qui soit de plus en plus intégrée avec des frontières comme nous espérons seront inexistantes. De la même façon que nous pensons que la coopération territoriale est le meilleur chemin pour identifier et faire face à tous les problèmes communs que ces territoires auxquels ces territoires font face, mais aussi que ce soit une façon de trouver des solutions à ces problèmes-là. Donc c'est pour cela que le gouvernement de la Généralitat, nous pensons que dans ces moments-là, le moment que nous vivons, nous avons des défis, mais en même temps ces défis présentent des opportunités à saisir. Dans l'actuelle situation de crise économique sont essentielles et donc il est essentiel d'établir des synergies avec les territoires voisins pour faire face et relever ces défis communs pour que ces territoires deviennent de plus en plus compétitifs et résistants à la crise de la situation actuelle ou des crises futures. Nous devons travailler tous ensemble dans tous les domaines possibles. L'exemple que nous avons eu ce matin avec les projets
comme par exemple la CTP ou l'Eurorégion, et surtout cet après-midi avec ces projets tellement concrets dans le domaine de la sécurité, de la culture, de la santé, l'économie, le développement local. Donc, c'est des domaines où il est possible de travailler conjointement. C'est pour cela que nous vous vraiment donnons tout notre support pour le faire. J'espère que ce colloque d'aujourd'hui, celui de demain, servira pour montrer ces perspectives, la perspective de l'Union européenne, d'autres exemples de coopération interterritoriale et aussi les exemples très concrets aussi. Donc au niveau de l'Union européenne, le représentant de la DG Régio nous a d'une certaine façon présenté les perspectives pour les nouveaux programmes communautaires et notre volonté en fait est de continuer à développer les politiques de coopération territoriale de l'Union européenne et de participer activement dans les nouveaux programmes communautaires qui vont être présentés à partir de 2014. Moi, je voudrais dire que cette collaboration intrinsèque est directe et ce point de rencontre entre le secteur public et le secteur privé soit présent. Donc, les programmes qui ont été présentés par la CTP comme de la part de l'Eurorégion vraiment ont renforcé cette idée qu'il faut vraiment améliorer les instruments comme la CT, le GECT et tout cet espace de coopération transfrontalière pour faire face à tous ces obstacles bureaucratiques. C'est pour cela que la GECT est un très bon instrument pour améliorer nos politiques de coopération territoriale. Cet instrument juridique a été adopté par le Conseil de l'Europe et par le Parlement européen vont nous permettre de travailler dans de meilleures conditions et surtout à partir de maintenant dans une nouvelle phase de programme communautaire pour vraiment mettre en route de nouveaux projets. Quand nous avons eu les exemples de l'hôpital de la Cerdagne ou le projet de la Seine catalane ou par exemple le projet de la sécurité. J'ai oublié aussi celui de prévention des incendies, celui du massif des Albert qui était très intéressant. Donc tous ont coïncidé que c'est plus, dans la plupart des cas, c'est les initiatives qui se présentent et les institutions, nous suivons derrière ces initiatives-là. Elles sortent du territoire. Il est important que ceci continue parce que nous avons un tissu social qui est très important et que ces initiatives-là qui sont créées par ce tissu social doivent être vraiment aidés. C'est pour cela qu'il faut renforcer toutes ces synergies et les institutions comme elles ont fait jusqu'à maintenant, doivent continuer à développer cette collaboration, une capacité de promotion des projets de proximité. Voilà, je voulais simplement vous remercier pour votre participation aujourd'hui, vous animer pour participer demain au colloque de la Jonquière. J'espère que ça va être une journée aussi pratique et aussi positive que le colloque d'aujourd'hui. Donc j'espère que ce colloque-là et d'autres colloques pareils vont nous aider à créer ce cadre de collaboration, d'amélioration de ces initiatives pour qu'elles puissent continuer à croître. Je voudrais aussi vous rappeler d'utiliser la page de l'Eurodistrict parce que c'est une façon de rapprocher ce projet de l'Eurodistrict aux personnes, aux citoyens pour qu'ils aient une information d'une façon plus directe et plus proche. Donc voilà, c'est tout. Merci beaucoup. Bon travail et j'espère vous revoir très prochainement.